Quand on parle en réalité de la biodiversité, c'est la diversité des êtres vivants. Les micro-organismes, les animaux et les végétaux présents dans un milieu. Et pour d'autres, on peut dire que c'est l'ensemble des êtres vivants ainsi que des écosystèmes dans lesquels ils vivent. C'est tout ce que nous avions, même jusqu'aux nous humains, les animaux, les micro-organismes et la végétation. Les atouts de la biodiversité, comme nous on a toujours l'habitude de le dire, la nature ou la biodiversité peut vivre sans nous humains, mais nous ne pouvons pas vivre sans la biodiversité. Quand je prends les micro-organismes, tout ce que ces micro-organismes font pour la vie humaine, nous ne pouvons pas compter. Tout ce que les animaux font pour les êtres humains, nous ne pouvons pas compter. Et surtout quand je prends les végétaux, vous savez, on est là aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a pluie et comme on le dit, la pluie, c'est les végétaux qui attirent la pluie. Et ces végétaux qui sont là, c'est également des espèces qui nous donnent du dioxygène. On dit l'arbre qui est là nous donne du dioxygène et nous disons le jour où le dernier arbre sera coupé de la planète, ça veut dire qu'il ne pourra plus avoir de vie humaine. Parce que nous avions le dioxygène à partir de ces végétaux qui récupèrent les CO2 que nous rejetons pour nous donner du dioxygène. Et en dehors de ça, même si on s'assoit sur des bancs, des trucs, ça c'est toujours la végétation. Si nous avions des cérémonies et autres, aujourd'hui maintenant on dit il faut aller, on va seulement acheter des animaux qu'on tue. Ces animaux qui sont là font partie intégrante de notre vie. Les hommes que nous sommes grand âge, nous tirons assez de choses de la biodiversité. Dieu a peut-être mal fait de créer l'homme et de lui confier la biodiversité parce que cette biodiversité, avec tout ce que nous tirons comme service écosystémique, nous sommes également les premières personnes à détruire cette biodiversité. Aujourd'hui, vous savez, partout qu'on coupe des arbres en désordre, les forêts sont dégradées, sont saccagées parce qu'on se dit, bon, partout où il y a de grands arbres aujourd'hui, on dit qu'il y a la sorcellerie là, il y a les hiboux qui crient, il faut couper. Et en dehors de ça, les animaux, on tue également les animaux comme il n'est pas permis. Or, vous savez, dans la biodiversité, c'est tout un cycle. Les animaux qui sont là, quand ces animaux vont manger, ils vont donner leur digestion. Même nous, les humains, cette digestion va permettre d'avoir les micro-organismes pour les petits végétaux qui sont là. Ça va donner beaucoup plus de micro-organismes, ça va donner de la nourriture aux grands arbres, etc. etc. Donc, c'est un cycle en réalité. Et quand un élément du cycle est endommagé, ça veut dire que c'est tout le cycle qui est endommagé. Et donc, aujourd'hui, on coupe les arbres comme il n'est pas permis. Même les passages de l'eau sont encore pas. Vous savez, l'eau, on dit l'argent va toujours au riche, c'est-à-dire que l'eau va toujours chercher là où il y a l'eau, mais parfois des exutoires de l'eau sont bloqués. On utilise également aujourd'hui des pesticides partout dans l'agriculture, ces pesticides qui, on dit, si l'homme ne meurt pas, alors il se tue. Même les légumes que nous mangeons aujourd'hui, on utilise des pesticides, on utilise des insecticides. Or, tous ces éléments en réalité, c'est des produits chimiques et c'est des produits qui sont toxiques à l'organisme humain. Ça veut dire que quelque part, nous faisons du mal, mais ça retombe encore sur nous-mêmes. Les arbres sont coupés, les animaux sont tués, et tout le monde veut construire une maison. Et même s'il y a forêt quelque part, sous le coup peut-être de l'église, de la religion, on dit non, il faut dégager tout. Si bien qu'aujourd'hui, les quelques îlots de forêt que nous avions encore, c'est des forêts sacrées. Et quand on parle de forêt sacrée, ça veut dire que nécessairement, il y a une divinité qui est là, il y a une communauté autour de cette forêt. Et les règles communautaires, c'est-à-dire la gouvernance est beaucoup plus communautaire autour de ces forêts sacrées. Et c'est eux qui encore aujourd'hui nous donnent ce que nous avions comme dioxygène. Et c'est ce qui fait que le couvert végétal est encore ce que nous voyons. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, déjà, nous avions anticipé sur la célébration de la Journée internationale de la biodiversité. Et nous sommes avec une vingtaine de jeunes que nous avions, parce que dans les écoles, nous avions ce que nous appelons les clubs nature et culture. C'est des clubs CPN que nous avions dans les écoles. Et c'est des jeunes qu'on éduque pour la conscience environnementale. Et donc, le thème de cette journée internationale de la biodiversité, cette année, on a dit « Construire un avenir équilibré pour toutes les formes de vie ». Voilà, ça veut dire, quand j'ai parlé tout à l'heure, que ce soit la vie terrestre, que ce soit la vie aquatique, que ce soit les micro-organismes, que ce soit les animaux et que ce soit les végétaux, nous devrions vraiment faire un effort pour que nos actions n'impactent pas trop sur ces éléments-là, sinon que demain, ça va toujours retomber sur nous-mêmes. Si déjà aujourd'hui, nous avions tous ces effets des réchauffements climatiques et que nous ne prenons pas garde, demain, on dit, quelle terre laisserons-nous à nos enfants ? C'est une question qui mérite vraiment d'être posée et ça amène tout un chacun de nous à faire un examen de conscience pour dire qu'est-ce que je fais pour la conservation de cette biodiversité, qu'est-ce que je pourrais faire
pour que les générations à venir puissent toujours vivre aisément comme nous vivons aujourd'hui et également permettre à d'autres générations de vivre tranquillement. Si nous respirons, c'est la biodiversité. Si nous mangeons, c'est la biodiversité. Si nous nous déplaçons, c'est la biodiversité. La biodiversité nous maintient en vie. Ça veut dire que ça joue un rôle important pour nous. Deuxième chose, si nous avons pendant longtemps travaillé à tirer nos sources de vie, nos sources d'apprentissage de la biodiversité, nous aurions aussi réussi à construire un monde plus juste, plus équitable. Puis cette biodiversité conserve une bonne partie de la connaissance qui, quand même, nous détermine. Par le passé, nos parents n'ont jamais été à l'école. Ils n'ont jamais vu des universités, mais ils avaient construit de merveilleuses connaissances sur la base de cette biodiversité, sur la base des expériences qu'ils ont eu à faire avec. Ça veut dire par le passé, ils ont fait une bonne expérience d'une biodiversité, support de savoir, support de savoir-faire, support d'enseignement, support de vie. Le troisième élément, c'est la dimension économique de la biodiversité. Qu'on veuille ou pas, aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous satisfaire, nous ne pouvons pas mieux vivre et céder à nos besoins économiques sans faire recours à la biodiversité. Vous voyez le monsieur sur l'eau, il est en train de vouloir pêcher du poisson. C'est non seulement pour sa survie biologique, survie sociale, parce que là c'est un travail qu'il exerce, mais c'est pour sa survie économique. Parce que d'une manière ou d'une autre, en quittant ici, c'est qu'une bonne partie doit aller sur le marché pour la commercialisation. Donc, la biodiversité autour de nous exerce plusieurs rôles. Dans notre conception, nous avons pendant longtemps construit la biodiversité comme un monde qu'on peut réduire à la seule valeur d'usage, surtout économique. L'homme, pendant longtemps, a considéré l'arbre, l'eau, tout le milieu qui l'entoure comme des objets qu'on peut utiliser à des fins économiques. À cet instant-là, quand il faut normalement le détruire pour satisfaire les égos économiques, l'homme est prêt. Donc le premier élément, c'est déjà nous. Il n'y a pas meilleur problème aujourd'hui qui détruit la planète que nous. Et vous imaginez combien de fois toutes les crises qu'on observe au monde naissent d'où? De notre façon d'utiliser les ressources. Vous allez voir les guerres partout au monde, c'est parce que nous sommes positionnés sur des intérêts liés à la nature. Vous allez voir, c'est la mine d'or qui a fait qu'un groupe djihadiste est allé accaparer une terre. C'est telle chose qui a fait. Tout se focalise autour de la ressource naturelle. Parce que nous, les hommes, à un moment donné, on s'est dit qu'on est trop intelligent. Ça, c'est la première. Et si nous comprenons normalement cette dimension, nous allons voir que tout ce qui vient après, comme nos activités, c'est-à-dire en réduisant la biodiversité à un simple objet qu'on peut utiliser, vous voyez, on peut se lever alors un beau jour avec la machine et décider de détruire parce que nous voulons construire des routes. C'est-à-dire d'une manière ou d'une autre, tout ce que nous faisons, nous le faisons pour notre intérêt. Alors, nos parents avaient beaucoup vécu en milieu naturel, dans des meilleures conditions, et avaient normalement une longue espérance de vie. Mais aujourd'hui, nous, au nom du principe que nous voulons aussi être comme les autres, nous avons décidé de nous loger aussi, en contrôlant assez d'espace. Nous ne voulons plus rester dans des milieux aussi très simples, très souples. Nous voulons nous entourer de beaucoup de dalles, beaucoup de durs. Donc tous ces éléments nous amènent à utiliser abondamment d'espace. En utilisant d'abondamment d'espace, nous portons atteinte à la vie de ce monde-là. Le jour où nous allons regarder normalement la biodiversité comme des frères à nous, tout simplement vont disparaître. On ne parlera plus de menaces sur la biodiversité. Donc, si nous ne voulons plus de menaces, travaillons normalement à revoir nos gestes, nos comportements de consommation. Comment est-ce que nous utilisons la terre? Comment est-ce que nous construisons la terre? Comment est-ce que nous laissons la terre aux enfants de demain? L'action, il y en a plein. Il y a d'abord des organisations non gouvernementales, déjà au niveau international, au niveau régional et au niveau national, qui déjà sont organisées en groupe de lobbying. Lobbying d'abord pour le plaidoyer, pour réduire, pour limiter les dégâts sur l'environnement. Donc aujourd'hui, il y a tout un pléthore d'organisations non gouvernementales qui travaillent pour ça. L'autre chose, il y a normalement un grand mouvement d'éducation à l'environnement qui est né. C'est vrai que pendant longtemps, c'est resté concentré dans les écoles, mais aujourd'hui, c'est ouvert et on est sûr que ça peut commencer par changer la mentalité. D'ailleurs, on commence par voir les fruits de la chose. 3, il y a quand même des organisations aussi qui militent pour que nous, en tant qu'humains,
nous travaillons à aimer la nature comme nous aimons nous les hommes même. Aimer la nature, c'est se donner le plaisir en week-end pour dire je vais en nature avec ma famille, avec mon copain. Vous voyez, vivre ce moment joyeux, libérer-nous de ces questions de bruit de la ville pour dire je veux rencontrer la nature. Aimer la nature, c'est commencer par aussi apprendre et des organisations travaillent pour que ces enfants et jeunes qu'on travaille à apprendre le langage de la nature. Et aujourd'hui, il y a un grand mouvement aussi qu'on appelle le mouvement écologiste qui travaille pour que les humains commencent par comprendre, maîtriser la valeur de la nature. Vous imaginez un instant que tout ce verre-là est supprimé de la terre. Vous voyez ce que ça crée comme ennui. Nous ne respirons plus. Tout acte que nous devons poser aujourd'hui à l'endroit de quel que soit l'élément que nous trouvons autour de nous doit nous interpeller sur la qualité de vie qu'il détient. Et ça doit transparaître d'abord par nous-mêmes en tant que jeunes, dans les rapports, les relations que nous entretenons avec ce monde autour de nous. Lorsque je me lève le matin et que je vais jeter le sachet par terre, est-ce que je me dis que je fais du bien à moi-même ou bien je fais du mal à l'autre? Le premier mal, c'est à moi que je fais. Puisque lorsque le sachet tombe par terre, ça ne prend plus le temps normalement de se dégrader. Et quand ça ne se dégrade pas, imaginez que ça devient normalement une agglomération de sachets sur une portion de la terre. Vous imaginez tout ce que ça peut créer. La question du sol, le sol ne sera plus fécond comme par le passé. Le sol normalement est enlevé de sa capacité de vie. Il ne vit plus. Et quand le sol ne vit plus, il ne donne plus. Et quand il ne donne plus, vous voyez la conséquence immédiate, vous voyez ce qui se passe. Vous voyez que le cultivateur ne trouve pas ce dont on doit manger. Nous qui mangeons, nous sommes obligés de vivre comme des mendiants. Ça veut dire que l'acte que je pose aujourd'hui doit être un acte respectueux de la vie qui est normalement en nôtre. Et l'autre chose qui doit nous interpeller, c'est l'éducation que nous faisons l'effort de faire autour de nous par rapport à la question de la nature et de la biodiversité de façon particulière. Nous ne devons pas seulement attendre les 22 mai ou bien pour parler de ça. Tous les jours, on doit travailler à nous éduquer autour de nous sur les questions de la nature. Acceptons que la vie n'est pas seulement humaine, les autres aussi portent la vie. Bien qu'étant en ville, nous pouvons nous offrir des services de la nature.